Eh bien, dans dessin de presse, il y a le mot presse. Donc, ça nous rappelle que le dessin de presse est en effet né avec la presse, qu'il a accompagné l'histoire de la liberté de la presse, la lutte pour la liberté de la presse. Donc, oui, intrinsèquement, les deux histoires sont liées. Est-ce que c'est du journalisme pur? Non, c'est une espèce d'hybride, le dessin de presse. C'est un drôle d'animal, c'est un mélange de, de ce qui serait dans la presse le commentaire ou le billet d'humeur, parce qu'un dessin de presse peut être aussi un commentaire sur le monde qui nous entoure et sur les facéties de l'existence sur la Terre. Donc c'est un billet d'humeur, un commentaire qui prend la forme du dessin. Bah oui, c'est ça, il s'est débattu avec les premiers combats, en tout cas dans l'environnement francophone, pour la liberté de la presse. On se souvient de la fameuse image de Louis-Philippe, le roi, vers 1830, dessinée sous forme de poire. C'était en fait Philippon, le rédacteur en chef du Charivari, qui a esquissé ce dessin lors de son procès, justement. Il était poursuivi pour lèse-majesté. Et puis Daumier a reproduit le même dessin qui avait été fait dans la cour, et il a été publié. C'est devenu ce dessin, il est devenu emblématique de ce combat pour la liberté de la presse. C'est un peu Daumier, c'est un peu le grand-papa de tous les dessinateurs de presse, en tout cas dans l'environnement francophone. Et il y a Jill Bray au Royaume-Uni, il y a des Thomas Nast aux États-Unis. Donc voilà, il y a ces grands noms qui étaient, et puis qui avaient un pouvoir extraordinaire, hein, qui avaient un Thomas Nast aux États-Unis réputé faire et défaire des présidents, en tout cas des hommes très puissants. Et, et c'était ce pouvoir aussi de la presse à l'époque. Mais oui, le dessin de presse a vraiment accompagné l'histoire de la presse et du journalisme. Le dessin est plus fort que jamais, parce que l'image dans le monde d'aujourd'hui est plus forte que jamais, parce qu'on est dans une société qui zappe, et dans cette société, le temps d'attention du lecteur moyen est de quoi? Quelques minutes, et il faut juste quelques secondes pour lire un dessin, le partager. On est aussi à l'ère des réseaux sociaux, le dessin se partage facilement. Donc le dessin est un formidable outil de communication, en réalité super moderne. L'image est un langage simple, c'est un langage simplifié. Il simplifie, il se débarrasse de toutes les complications de la photo et de la vidéo qui sont très très riches en informations. Et il va droit à l'essentiel. Le dessin va droit à l'essentiel. Un dessin noir et blanc euh, peut vous toucher droit au cœur. Vous allez droit à ce qui vous est montré et du coup à ce qui vous est dit. Donc c'est un très bon outil journalistique. Alors, il y a de moins en moins de dessinateurs de presse qui vivent confortablement, mais là, on accompagne totalement l'actualité de la presse, donc des journaux ont fermé. Si on prend le cas des États-Unis, il y avait des milliers de dessinateurs de presse salariés, il y en a maintenant peut-être 20 à 30. En Europe, on sait que la presse suit le même chemin. Je pense que les rétributions des dessinateurs de presse n'ont pas augmenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est clair que là, du coup, le mot presse dans dessin de presse n'est pas une bénédiction. Mais il existe aussi d'autres modèles. Il y a des jeunes dessinateurs qui vivent entièrement de et avec leur public sur Internet, avec des sites participatifs qui construisent entièrement leur audience sur Internet. Patreon, le site Patreon, qui est un site de participation, hein, où on contribue mois par mois, une contribution volontaire. Moi, je sais que je suis deux dessinateurs de presse américains, Rob Rogers et Nick Anderson, qui sont parmi les meilleurs, qui ont perdu leur job dans les 2 dernières années. Ils ont créé un site Patreon, ils publient 3 dessins par semaine et ils ont un nombre de contributeurs qui fait qu'ils peuvent en tirer un salaire. C'est un autre modèle, en fait, indépendant de la presse. Il y a aussi un exemple qui s'appelle Counterpoint aux États-Unis, qui a été lancé justement par Nick Anderson quand il a perdu son job au Houston Chronicle. Et là, le modèle, c'est un bienfaiteur qui est venu vers lui, qui lui a dit, moi, je vous finance. On va faire un média sur Internet, en l'occurrence, c'est une newsletter gratuite. Ce que je veux, 2 conditions. Je veux que vous progressiez régulièrement et je veux un parfait équilibre de dessinateurs de gauche et de droite.
Ce qui est une initiative intéressante quand on sait l'état du discours politique aux États-Unis aujourd'hui, hein. Les États-Unis, c'est deux pays aujourd'hui qui ne se parlent pas. Et ils ont lancé ça il y a quelques mois, enfin, ils ont lancé ça, je crois, début 2019. Et en moins d'une année, ils sont arrivés à 130 000 souscripteurs, ce qui fait qu'en 2020, ils imaginaient être dans les chiffres noirs et être autosuffisants. Donc c'est un bel exemple. Bon, d'abord, Charlie Hebdo, ça a été un événement évidemment profondément marquant. Ça a été une ligne rouge qui a été franchie, dans le sang en l'occurrence. Ça a été la forme la plus extrême de censure appliquée, c'est-à-dire le meurtre. Ce qui était profondément nouveau pour nous en Occident, qui n'était peut-être pas si nouveau que ça si on regarde ailleurs autour du monde, où depuis très longtemps, des dessinateurs de presse vivent sous la menace, dans le danger permanent, sous intimidation, sont envoyés en prison et parfois sont attaqués personnellement. Cela dit, voilà, on a découvert que cette réalité-là, la menace, elle était désormais globale, qu'en fait, c'est pas de l'autre côté du monde, ça peut être au coin de la rue. Ça, c'est une réalité nouvelle avec laquelle vivent les dessinateurs de presse. C'était peut-être une première crise de la globalisation et une crise culturelle. C'est-à-dire que des images qu'on produit pour un lectorat se retrouvent diffusées et vues par des gens qui ne sont pas du tout prêts à les comprendre. Et ce malentendu-là, on ne va jamais le résoudre. On ne va pas le résoudre. Il y a eu une grande sympathie après Charlie Hebdo, plus ou moins hypocrite. Il y a eu un soutien certain, ce qui ne résout pas le malentendu que je viens de décrire. Donc très vite, on a vu aussi que les mêmes qui soutenaient Charlie Hebdo se sont trouvés à être heurtés, choqués par telle couverture. Il ne se passe pas un mois sans qu'une couverture de Charlie Hebdo fasse une polémique quelque part. Quand c'est le tremblement de terre en Italie, eh ben, évidemment, les Italiens s'émeuvent. Donc il y a toujours ce problème et il y aura toujours ce problème de dessins qui sont destinés à un type de lecteur avec une culture, hein, l'humour est culturel. Euh, le deuxième degré, l'humour bête et méchant, c'est des valeurs profondément liées à la culture française. Ça, transposé ailleurs, ça ne marche pas et ça va causer des malentendus. Ça, c'est un fait. Le dessin de presse donc se retrouvera toujours au centre de malentendus parce que c'est de l'image. Ce qui est sûr, c'est que l'humour, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, l'humour, la satire, qui sont les outils du dessin de presse, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un cadre, c'est pas quelque chose qu'on peut éditer comme un texte. On peut pas changer trois mots pour donner une nuance différente. Donc, c'est un peu incontrôlable. Alors, pour gérer cet espace de liberté un peu incontrôlable, il faut en avoir le courage, il faut en avoir l'envie, il faut en avoir la motivation. Et ça, c'est une des menaces sur le dessin de presse aujourd'hui, c'est que peut-être ce courage et cette motivation font défaut parfois. Pourquoi? Parce que les journaux subissent la crise de la presse depuis une quinzaine d'années. Donc économiquement, ils sont aux abois. Donc tout ça ne contribue pas beaucoup au goût du courage dans les rédactions et chez les propriétaires de journaux. La censure, comme l'autocensure, font partie du job. Euh, L'autocensure, quand on parle d'autocensure, pour moi, c'est d'abord déjà partie du processus, c'est du professionnalisme aussi. C'est-à-dire, si vous me donnez un papier, un crayon, je vous fais une horreur là, et vous allez être choqué. Ça, c'est facile. Mais je vais m'autocensurer dans le sens où c'est pas nécessaire de vous choquer. Je vais d'abord essayer de faire quelque chose qui fait sens et dans lequel je me reconnais. Donc je fais un processus qui est de l'autocensure. Et la censure, eh bien, tout dépend dans quel périmètre vous travaillez. Quand on travaille pour un journal généraliste de grande audience, c'est pas la même chose que de travailler pour Charlie Hebdo, un journal satirique. Les journaux satiriques, ils sont vraiment
dans le périmètre extérieur, ils sont là pour aussi tester les limites de la liberté d'expression. Ils sont dans un rôle assumé de provocation. Quand on est dans un quotidien comme Le Monde ou un grand journal généraliste, eh ben, la règle du jeu est différente, c'est évident. Et c'est évident qu'il faut deux pour être courageux. C'est évident que la rédaction en chef, elle fait partie du processus alors on peut appeler ça censure ou pas, mais de décision. Elle choisit ou pas de publier un dessin, et si un dessin est publié, fait scandale et suscite un procès, on va poursuivre le dessinateur et on va poursuivre le rédacteur en chef. Tout dessin de presse, toute forme de satire, dans le monde d'aujourd'hui, peut choquer quelqu'un. N'importe quoi choque n'importe qui aujourd'hui. Donc on est aussi dans cette culture de l'offense qu'il faut décrire comme un des problèmes auxquels on est confronté. Et donc, peut susciter des réactions. On vit aussi dans le monde des réseaux sociaux, qui sont des amplificateurs de colère. Donc, les réseaux sociaux sont un lieu où justement naissent des tempêtes sur la base de lecteurs outrés par tel dessin, telle image. Il y a eu plusieurs cas dans le passé. J'en sais quelque chose, puisque j'ai été aussi au centre d'une telle histoire avec le New York Times. Il y a eu, fin avril 2019, un dessin qui est paru dans le New York Times, qui n'était pas de moi, qui était un dessin d'agence, qui a été condamné, jugé antisémite, condamné par beaucoup. Il y a eu une sorte de tempête qui s'est levée, et puis c'est devenu énorme. Une tempête sur Internet. Ça s'est abattu sur le New York Times, qui a géré cette crise uniquement de manière défensive, en s'excusant et en s'excusant. Puis, en décidant de renoncer au dessin d'agence, et un mois plus tard, en décidant de renoncer à tout dessin de presse, en l'occurrence mon contrat, puisque j'étais dessinateur maison. Donc le New York Times franchissait une nouvelle étape symbolique très forte pour la discussion sur la liberté d'expression, c'est qu'ils introduisaient l'autocensure préventive. Parce qu'on a eu un problème avec un dessin, qui est une forme de message particulier, on va supprimer tous les messagers. C'est plus simple. Non seulement c'est un grand journal libéral et certainement le journal le plus solide et le plus à même de résister à toutes les pressions, qui se contraint et qui se tire une balle dans le pied, ce qui est un message terrible envoyé à des rédactions dans des pays où ils doivent se battre justement pour conserver leur liberté face à des régimes qui ne sont pas toujours démocratiques. C'est un terrible message, ce que m'a dit un ami, le dessinateur Pedro Molina du Nicaragua, exilé aujourd'hui aux États-Unis. Il est venu vers moi et au lieu de se plaindre de son sort, il m'a dit ce qu'a fait le New York Times, c'est insupportable, ça envoie un message terrible à beaucoup de rédacteurs en chef en Amérique du Sud qui regardent vers un tel journal comme un exemple. Les limites à la liberté d'expression, elles sont évidentes dans les pays qui sont, disons, dont le système n'est pas totalement démocratique, ou dans les systèmes autocratiques, ou dans les systèmes où il n'y a pas un équilibre des pouvoirs parfait. Mais là, on parle de démocratie fonctionnelle, dans lesquelles on introduit une forme d'autocensure préventive par peur d'offenser. Pour des raisons économiques, mais pas seulement, pour des raisons culturelles aussi, parce qu'il y a cette notion, j'aime pas ce mot, mais il faut le citer, de politiquement correct, qui est que voilà, une caricature peut utiliser des symboles qui sont simplifiés, qui sont un peu des clichés, pour dire quelque chose qui n'est pas un cliché, parce que le cliché, c'est le vocabulaire du dessin de presse. Maintenant, la grammaire, c'est ce qu'on en fait et c'est ce qu'on en dit. On peut dire quelque chose d'intelligent en utilisant des images simples et des poncifs. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'utiliser des clichés sans, encore une fois, heurter tel ou tel groupe. Et il y a ce sentiment, cette culture de l'offense qui fait que de plus en plus, on défend des identités plus que des valeurs universelles. Et quand on défend des identités, on peut se sentir offensé par une image si on part de l'idée qu'elle touche votre identité. Or, on confond l'offense et l'insulte, on confond le commentaire et l'attaque. Et ça, c'est problématique, parce que une société, un discours civique ne peut exister qu'avec du commentaire, qu'avec le frottement des opinions diverses, et le dessin de presse contribue grandement à ça. On se frotte à des images et à des idées qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça le discours démocratique. Donc pour moi, c'est une question de démocratie. Il faut défendre la satire et l'humour comme il faut défendre la démocratie.
Si je me pose toutes ces questions, Oui. je vais faire aucun dessin. Je vais regarder ma feuille blanche. Non, je ne me pose pas de questions quand je fais un dessin. Quand je fais un dessin, la seule question que je me pose, c'est quelle est la bonne idée. Et c'est déjà un challenge, croyez-moi. Je peux passer 2 heures à me triturer euh, et à m'arracher quelques cheveux, voire des sourcils. Mais j'en ai assez pour trouver des idées. Je pense que c'est d'abord la quête professionnelle et bien faire son boulot. Et dans le dessin de presse, pour moi, bien faire son boulot, ça veut dire ne pas s'accrocher à la première idée qui vient. Ça veut dire chercher des idées, chercher la bonne piste. Pour moi, le vrai cœur de ce métier, c'est essayer de viser juste, c'est pas de crier fort. Oui, on a un formidable mégaphone avec le dessin de presse, avec la presse de manière générale, ou les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais d'avoir un mégaphone, c'est pas ce qui va faire votre qualité de journaliste. Ce qui fait la qualité, c'est d'essayer de viser juste et de dire quelque chose qui est juste. C'est plus facile de provoquer que de viser juste. Un dessin qui sonne juste sur une problématique universelle, bah, il n'y a rien de plus beau. C'est vrai un dessin sur la menace climatique, qui est un dessin universel et qui nous parle et qu'on peut ressortir 10 ans, 20 ans après, c'est une perle. Mais tous les dessins de presse ne sont pas des perles. Moi, j'ai pas de religion en ce qui concerne la bulle, pas la bulle, le texte, pas le texte, le commentaire ou pas. Je cherche toujours ce qui va le mieux marcher. Je veux dire, un dessin marrant qui fonctionne sur un jeu de mots ou sur le choc d'un dialogue, ça me va très bien si je considère que c'est le meilleur dans les 4-5 idées que je vais chercher. Mais je remarque aussi que dans les 4-5 idées que je trouve éventuellement, s'il y en a une sans texte, efficace, forte et puissante, c'est celle-là qu'on va choisir et c'est celle-là qui va rester. Ça, c'est quelque chose sur quoi je me suis pas mal battu. J'ai fait des projets avec des dessinateurs de presse en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Serbie, tout autour du monde. Ça s'appelle Plume Croisée. Et l'idée, c'est de mettre ensemble des dessinateurs de presse de camps différents, dans des pays problématiques ou des pays en conflit, et de leur donner un espace neutre où ils peuvent travailler ensemble. Parce que dans un endroit comme la Côte d'Ivoire, où on a toujours, et on avait, c'était à l'époque où le pays était coupé en deux, donc à l'époque quasiment de la guerre civile, on a différents médias qui sont différents camps et qui s'attaquent, et qui attaquent l'autre camp. Alors quand on est dessinateur de presse dans un tel journal, eh bien sûr que on risque d'être instrumentalisé pour être simplement une voix contre l'autre camp, pour attaquer et désigner l'ennemi. Et ça, c'est un énorme risque du dessin de presse. Le risque du dessin de presse, le risque historique de ce métier et de ce genre, c'est quand il devient un outil de propagande. La propagande n'est pas du dessin de presse. Il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner pour être dessinateur de presse. Il faut avoir un esprit. Et cet esprit, il faut pouvoir le traduire en images. Donc il faut que ce soit lisible quand même. Mais ça ne doit pas forcément être... J'ai un copain qui avait déployé un comic strip dont les personnages étaient des puces. Donc il dessinait un point. Un point avec une bulle. Et ça allait très bien, c'était très drôle, c'était un comic strip philosophique. Il faut surtout avoir un regard sur notre rôle d'humain sur la Terre et l'humour est partout, quoi. L'humour est partout. Et on a besoin d'humour comme de l'air que l'on respire.